C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde, l'actualité vue par nos éditorialistes. Alors nous accompagne ce soir sur ce plateau Patricia Lemonia. Bonsoir Patricia. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. En face de vous, Jean-Christophe Ploquin. Bonsoir Jean-Christophe, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. On va découvrir les unes d'ailleurs du quotidien et de l'hebdomadaire. Toutes les deux, on les verra consacrées à... Au pape François. Non, là, voilà, la voilà, on a du mal à s'y mettre. Léon XIV, qu'on est allé voir, donc, on est allé au Pérou pour raconter toutes les années où il était. Qu'est-ce que je dis au Pérou? En Équateur, décidément. Non, c'est le Pérou, non, c'est bien ça, c'est le Pérou, effectivement. Et donc, pour raconter toutes ces années où il a été missionnaire là-bas, et puis donc l'hebdo aussi, qui est consacré aussi à ce nouveau pape. Oui, dont on attend de voir la vision à la fois pour l'Église et à la fois aussi ses positionnements en termes de politique étrangère, parce que François avait été très rapide à se positionner, lui aussi, déjà lors de ses premières allocutions. Place Saint-Pierre, Ziad, l'imam, est à côté. Bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine, et CAC nous accompagne ce soir pour Cartooning for Peace, dont vous êtes le président. Vous êtes aussi dessinateur de presse. On a l'occasion de voir vos dessins aussi de temps en temps présentés notamment par Laure sur ce plateau. Allez, voyons ce qui va concentrer notre attention ce soir. L'Ukraine, tout d'abord, toujours en développement, constamment en développement, avec peut-être à nouveau cette impression pour les alliés de Kiev d'être baladés par Vladimir Poutine. Ils n'ont tenu ni de cessez-le-feu sans condition préalable, ni de rencontre directe entre le président russe et son homologue. Alors, comment sortir de ce cycle? Les attaques sur le terrain sont incessantes. C'était la première tournée officielle de Donald Trump depuis sa réélection, une tournée réservée aux monarchies arabes du Golfe. Le président est rentré avec de très beaux accords commerciaux et même un cadeau, un avion pour remplacer Air Force One offert par le Qatar. Loin d'être anecdotique, cette affaire fait grincer les dents de ses partisans les plus fidèles. Et oui. Et puis nous reviendrons sur cette condamnation de Gérard Depardieu pour agression sexuelle quelques heures avant l'ouverture du Festival de Cannes. Au-delà du symbole, nous verrons comment le milieu du cinéma est en train d'effectuer sa mue. Il sera aussi question de cette condamnation pour victimisation secondaire. Comment protéger les victimes tout au long du parcours judiciaire? C'est ce que nous aborderons ce soir. Mais tout d'abord, donc, ces négociations directes entre Kiev et Moscou qui se sont tenues à Istanbul. Alors, sans surprise, elles n'ont pas donné grand-chose. Cette initiative venait répondre à l'ultimatum des alliés de Kiev, un cessez-le-feu sans condition dès le 12 mai. Sinon, la Russie s'exposerait à des sanctions massives. Je vous propose d'écouter, dans un premier temps, la délégation russe, mais aussi la réaction d'Emmanuel Macron à l'issue de cette rencontre. Nous considérons ces négociations comme une continuation du processus de paix à Istanbul, qui a malheureusement été interrompu par la partie ukrainienne il y a 3 ans. Notre délégation officielle a été approuvée par un décret présidentiel et possède toutes les compétences et l'autorité nécessaires pour mener les négociations. La délégation s'est engagée dans une voie constructive, visant à trouver des solutions possibles et des points de convergence. Les dernières heures ont montré à cet égard que la Russie n'avait pas envie de cessez-le-feu. Et que s'il n'y a pas une pression accrue des Européens et des Américains pour obtenir ce résultat, il ne sera pas spontané. Et au fond, la Russie veut reprendre des discussions qui sont connues, celles qui se sont tenues entre février et mai 2022, qui n'ont pas empêché les crimes de guerre à Boutcha et ailleurs et qui n'ont donné aucun résultat. Patricia, peut-être pas de rencontre directe, pas de cessez-le-feu de 30 jours. Est-ce que la Russie est encore en train de balader les alliés de Kiev? Alors oui, c'est ce qu'on peut tout de suite reconnaître, c'est qu'effectivement, Vladimir Poutine prend son temps. Si on veut regarder la bouteille plutôt du côté du plein, et pas complètement du côté du vide, eh bien, on peut dire que quand même, au bout de 3 ans de guerre, il se retrouve, même s'il s'était déjà retrouvé, effectivement, entre février et surtout mai 2022, date à laquelle, finalement, les discussions s'étaient arrêtées face à l'intransigeance russe. Intransigeance russe détournée et présentée par les Russes comme la faute des Ukrainiens qui avaient obéi à une injonction de Boris Johnson arrivé à Kiev pour dire surtout ne discutez pas avec les Russes, allez-y, continuez la guerre. Bon, là pour l'instant ils se sont rencontrés. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? C'est surtout ça la question. Je crois que la balle est dans le camp de Trump. Parce que qu'est-ce que font les deux belligérants là pour l'instant? C'est une partie de ping-pong. Lundi, on va reprendre les négociations. Ça, c'était Trump.
Zelensky lui dit « Ah mais moi je t'attends, chiche !» Et maintenant, Trump... je vais dire plutôt Poutine renvoie la balle en disant c'est pas mal ces négociations, on a fait des petites avancées, d'abord on va 1000 soldats libérés et puis peut-être qu'on va parler du cessez-le-feu la prochaine fois, parce que la prochaine fois finalement on va parler, on va rentrer dans le dur, parce que qu'est-ce qu'on va faire, disent les Russes? Eh bien on va parler d'une rencontre Zelensky-Poutine qui est fort improbable, parce que Vladimir Poutine, pour l'instant, considère le président Zelensky comme illégitime. Donc on va parler de ça, puis on parlera des conditions du cessez-le-feu. Et c'est cette espèce de balle de ping-pong que se renvoient ces deux joueurs, c'est à destination de Trump. Parce que Trump a dit, de toute façon, les gars, sous-entendu, vous n'êtes pas capable de vous entendre, il faut que ce soit moi qui règle le problème. Mais est-ce que, Jean-Christophe, Trump n'est pas en train de se lasser? On l'a vu se ranger du côté, dimanche dernier, donc, des alliés qui ont proposé ce cessez-le-feu de 30 jours, un cessez-le-feu inconditionnel. Et finalement, on a l'impression que les Américains essayent de se désengager à tout prix. C'est-à-dire, ce dossier-là, ils n'arrivent pas à le gérer et débrouillez-vous, en fait, sur place. Je pense que c'est trop tôt pour savoir dans quel sens Trump veut agir dans les prochains mois. Moi, je zoomerais plutôt sur l'action des Européens, qui est quand même très frappant depuis plusieurs semaines. C'est le sentiment de cohésion que donnent les principaux dirigeants européens. Donc, on a eu au départ, depuis déjà plusieurs mois, le tandem Emmanuel Macron-Keir Starmer, donc le Britannique. On a très vite la Pologne qui s'est ajoutée avec Donald Tusk. Et maintenant qu'il est installé au pouvoir, on a le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui se joint et qui forme vraiment un quatuor puissant et un quatuor qui entraîne les autres. Qui a en tout cas une vraie capacité, s'il s'agit d'imposer des sanctions supplémentaires à la Russie, ça peut aller très vite. Et vous pensez qu'ils vont y aller, parce que c'est ce qu'ils avaient promis, pas de cesser-le-feu lundi, sanctions. C'est en tout cas, ils ont martelé qu'en cas de non... Ils vont discuter. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même la prochaine échéance. Il y a des discours très, très fermes quand vous entendez alors Keir Starmer sur les sanctions contre la Russie. Il met vraiment le paquet. Et donc, cette cohésion des Européens, elle vise effectivement à peser auprès de Donald Trump pour, dans le cadre d'un soutien renforcé des Européens à l'Ukraine, d'être sûr qu'ils puissent bénéficier de l'appui américain en deuxième ligne. Donc il y a cette fameuse, notamment l'enjeu de la coalition des pays volontaires qui enverrait des soldats une fois un cessez-le-feu signé pour garantir que le cessez-le-feu serait respecté. Il est évident qu'ils ne le feront que s'il y a des Américains qui apportent un soutien en deuxième ligne. Et donc, la stratégie d'Européens, c'est effectivement d'embarquer Donald Trump derrière eux et de le détacher, finalement, de son approche première qui paraissait très, très pro-Poutine, quoi. L'accord d'il y a quelques jours sur les minerais rares et les terres rares et l'exploitation... L'accord signé entre l'Ukraine et les États-Unis, c'est aussi quelque chose qui fait plutôt pivoter les États-Unis dans le sens de l'Ukraine, puisque les États-Unis, dorénavant, ont un intérêt réel à essayer de protéger ces investissements qui viendront de là-bas. Donc, effectivement, on voit un peu que Trump est sans doute un petit peu plus à se rapprocher de la position ukrainienne et européenne, mais voilà, on connaît la versatilité du personnage. Et voilà, sans doute qu'il y a d'autres considérations aussi dans la relation entre les États-Unis et la Russie qu'il envisage. Ziad, celui qui a plus de stabilité, de détermination, c'est Vladimir Poutine. Mais jusqu'à quand? On a l'impression que la guerre est son seul, de toute façon, c'est sa définition même, c'est la définition même de son pouvoir. Mais jusqu'à quand peut-il tenir? Est-ce que réellement il peut tenir aussi longtemps qu'il le souhaite et entraîner, faire patienter comme ça les alliés de Kiev? En tous les cas, je ne pense pas que, sans être dans les arcanes du Kremlin, je ne pense pas que le point d'inflexion est arrivé pour la Russie où elle se dit « j'ai à perdre ». Il faut que ça s'arrête. Je pense que pour le moment, Vladimir Poutine et la Russie jouent la carte d'un agenda maximal en termes de négociation, en espérant pouvoir contrôler les emballements ou les pulsions de Donald Trump, et en espérant que les Européens n'iront pas aux sanctions maximales, qui peuvent être effectivement assez dévastatrices, et en particulier ce qu'on appelle les sanctions secondaires, qui impliqueraient des pays de transit, par exemple comme l'Inde ou d'autres qui transitent du pétrole russe, etc. Donc pour le moment,
Et puis, il y a aussi l'impact qu'aurait la sensation d'un Poutine affaibli s'il... Enfin, moi, j'ai jamais imaginé qu'il puisse aller comme ça à Istanbul, out of the blue, comme on dit en anglais, parce qu'on lui demande d'aller à Istanbul. Enfin, ça correspond pas du tout au code de fonctionnement russe. Donc, je pense que il y a aussi un risque pour les Russes qui est celui d'apparaître fragile, un pouvoir fragile, alors que c'est exactement le contraire de ce qu'ils essaient de transmettre. Ce qui est nouveau aussi, c'est le président Zelensky qu'on disait cramé à la sortie du bureau de la Maison-Blanche. C'est pas si vieux que ça. Hein. Et de nouveau, l'acteur au centre du jeu, soutenu par des Européens qui ne le lâchent pas. Il s'est rabiboché, réconcilié d'une certaine manière avec l'Amérique de Trump parce qu'il a compris le mode d'emploi. Il prend des risques. C'est lui qui va en Turquie, c'est lui qui crée le mouvement. Et donc, il est de nouveau un personnage essentiel. Mais au fond du fond, c'est juste que les agendas de paix sont tellement éloignés, que les demandes d'une partie et de l'autre partie sont tellement éloignées qu'on ne voit pas tout de suite, à part ce processus long, compliqué de réunions. Il y aura Istanbul 1, Istanbul 2, Istanbul 3, Istanbul 4, etc. On voit d'ailleurs la Turquie, là, qui en revanche, qui se positionne, qui a beaucoup à gagner. Qui est l'acteur historiquement régional, même entre l'Ukraine et là aussi. Moi, je pense qu'on rentre dans un long processus. Et on a besoin que Donald Trump ne soit pas totalement versatile, c'est-à-dire qu'il ne change pas tous les 3 jours, parce que c'est des processus très complexes pour ceux qui ont suivi ces processus de paix protractés. C'est du temps, c'est de la diplomatie, c'est point par point, jusqu'à ce qu'on arrive à un petit équilibre. Mais c'est vrai que là, on voit dans les exigences de la Russie aujourd'hui, formulées encore aujourd'hui, la Russie qui essaye toujours de gagner du territoire, Christophe. Comme dit Ziad, la Russie n'a pas changé ses objectifs. Quand on parle, par exemple, d'une rencontre Poutine-Zelensky, ce serait une défaite terrible de Poutine, donc ça n'arrivera pas. Enfin, pas tout de suite. Pas tout de suite, voilà. Parce qu'il ne cesse de dire qu'il veut changer le régime. Quand il parle de dénazifier le régime ukrainien, c'est en fait renverser Zelensky, avoir en face de lui un autre président. Donc, à un moment, il fallait organiser des élections à Kiev, enfin en Ukraine. Donc, effectivement, Poutine, en tout cas, ses conditions initiales sont toujours sur la table et représentent un obstacle majeur à toute avancée. CAC. Moi, je vous propose un petit tour du monde de comment les dessinateurs de presse autour du globe voient cette affaire. Ils continuent beaucoup à dessiner sur l'Ukraine, les unes et les autres. Alors, on va commencer par la Belgique. Ziad parlait il ne faudrait pas que M. Trump soit trop versatile. Bon, voici la version donc, de Nicolas Vado, publiée dans l'Écho. Il a eu recours à l'éternelle métaphore de la girouette. Enfin, en tout cas, Donald Trump aura réussi quelque chose. On ne comprend plus rien à la stratégie de Donald, disent Poutine et Zelensky. Ah, vous voyez, j'arrive à les mettre d'accord. Donc, ils sont au moins d'accord sur quelque chose. Quelque part, c'est déjà un progrès des négociations. Alors, allons maintenant directement en Ukraine pour ce dessin du grand Kazanevski, dessinateur ukrainien, un temps réfugié à l'étranger, aujourd'hui de retour à Kiev. Pourquoi est-ce que les négociations ne marchent pas ? Vous disiez tout à l'heure, peut-être que l'agenda de M. Poutine n'est pas exactement celui des autres. Comment l'illustrer mieux que ce dessin de Kazanevski, avec ce puzzle de la paix, où M. Poutine essaye de mettre ces petits Z rouges qui sont devenus son symbole. Comment on voit ça du côté de l'Algérie ? Alors, le dessinateur Dilemme, qu'on voit souvent à la une du Monde, nous propose une autre explication possible pour l'absence de Vladimir Poutine. Pour parler de paix, Poutine ne s'est pas déplacé à Istanbul. Personne ne m'a offert un Boeing 747, moi. Vous voyez, j'anticipe déjà le sujet suivant. Et alors, bilan des courses. À quoi ressemblait cette salle de réunion ? C'est ce que nous propose Stelina, l'étoile de Taïwan, grande dessinatrice de presse à Taïwan. Vous voyez, il y avait les petits chevalets qui étaient prêts, Zelensky, Trump, Poutine. Et Zelensky, note, non, Trump dans son nouvel avion, et Poutine a envoyé ses aides. Ouais, décidément, ça a marqué ce bel avion. Allez, on en parle avec cette tournée de Donald Trump dans le Golfe Persique, 4 jours en Arabie Saoudite, à Doha, aux Émirats Arabes Unis. Et comme toujours, avec le président américain, les affaires en premier. Il est rentré chez lui avec de riches promesses. Les projets d'investissement auraient-ils pris plus de place que la guerre dans la bande de Gaza ? On retiendra aussi l'annonce de la levée des sanctions en Syrie. Je vous propose de l'écouter. Les transformations ont été incroyablement remarquables. Sous nos yeux, une nouvelle génération de dirigeants transcende les conflits anciens issus des divisions épuisantes du passé et forge un avenir où le Moyen-Orient sera défini par le commerce et non par le chaos, où il exportera la technologie et non le terrorisme, et où les peuples de différentes nations, religions et croyances construiront ensemble des villes sans se bombarder mutuellement. Enfin, on l'aura compris, Ziad, il était là pour les affaires.
Non ? Il ne peut pas s'en empêcher. Oui, c'est sa nature première. Y compris pour ses propres affaires, d'ailleurs, qui sont menées en coulisses par ses fils, etc. Mais c'est un peu plus... Enfin, c'est quand même une vision du monde portée par Donald Trump, mais le discours que vous avez montré, c'est quand même la renonciation idéologique à l'Amérique interventionniste, nation building, construction d'États qui ont échoué sauvagement en Afghanistan et en Irak. Il ne faut pas se mêler de ces histoires, il faut laisser ces gens faire leur succès, leur développement, qui s'appuient sur leurs traditions, y compris sur leurs traditions entre guillemets politiques. Donc je pense quand même que c'est un shift de perception et qui est un shift assez populaire aux États-Unis. Hein. Je veux dire... que les gens se débrouillent, qu'on ne soit pas nous à se mêler de tout, que la religion c'est très important, après tout, ces gens sont, si c'est basé sur un substrat culturel, religieux, pourquoi pas. Donc tout ça fonctionne assez bien. Il y a aussi la fascination qu'il a pour les pays du Golfe, qu'on avait déjà vu dans le mandat précédent, qu'on a vu pendant les années où il était pas là. À chaque fois, hein, et puis, ça lui ressemble, les buildings, la crypto-monnaie, la technologie d'avant-garde, les finances, etc. Et puis, ça permet de jeter un œil aussi sur ces pays qui ne sont pas que leurs clichés. Et c'est vrai que l'émergence du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats en particulier sur les 20-25 dernières années, c'est une véritable émergence. Ils prennent un poids politique. On pourrait parler aussi du Sultanat d'Oman qui est plus petit économiquement où se jouent un certain nombre de négociations, leur relation à l'Iran, leur relation à l'Asie. Bref, c'est devenu des plaques tournantes qui pèsent. À la fin des fins, il y a un petit malaise parce que la question palestinienne arrive en toute fin de séjour sur une petite phrase comme ça, et le malaise touche à la fois les États-Unis, mais ça on sait, mais ça touche aussi ces monarchies, même si le Qatar est partie prenante du processus de soi-disant de négociation Israël-Hamas, même si les Saoudiens ont un rôle très important, les Émiratis aussi, mais quand même on se dit tout ce display de milliards de dollars, d'argent, de fastes, de chevaux, de palais, etc., au moment où Gaza est bombardé nuit et jour avec des dizaines de victimes tous les jours. Il y a un décalage. Il y a un décalage qui percute en fait les opinions publiques. Et en particulier celle du Sud. Parce que là, on se dit quand même, tous ces gens qui ont toute cette énergie et tous ces moyens pourraient faire quelque chose pour que cette tragédie humaine s'arrête. Mais Patricia, le Golfe est un épicentre de la géopolitique, comme le disait à l'instant Ziad, et de la géoéconomie dont il ne peut pas faire l'économie. Oui, ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'en fait, ces États qui le fascinent, ils le fascinent parce qu'ils sont très proches de lui sur un plan idéologique. Finalement, qu'est-ce que sont ces États, aussi minuscules soient-ils? Ce sont des États qui sont basés sur le commerce, qui sont basés sur la richesse et qui sont illibéraux, antidémocratiques. Qui n'hésitent pas à mettre dans leur geôle tous leurs opposants, là où Trump n'hésite pas à faire partir de l'autre côté de la frontière tous ceux qui lui déplaisent. Donc il y a un partage de ces valeurs. Profitons de notre richesse, profitons de notre pouvoir et faisons du business. Alors, une fois qu'on a dit qu'il partage les mêmes valeurs et donc qu'il a cette fascination pour, en gros, presque ses enfants, enfin, vous voyez, en quelque sorte. Maintenant, autre point qu'il partage aussi, c'est la paix. Après s'être perdu dans une guerre sans fin, l'Arabie saoudite a parfaitement compris que la guerre qu'il avait menée contre le Yémen était totalement inutile et au contraire mettait en péril certaines de ses projets économiques. Quant au Qatar, il a compris qu'il était bon de ne pas non plus trop flirter entre guillemets avec l'Iran pendant un moment, etc. Donc tous ces pays, après avoir fait leurs propres expériences guerrières ou diplomatiques malencontreuses en tout cas, ont compris que la paix, c'était finalement très très bien, parce que la paix, ça permet quoi? Ça permet de faire du business, voilà, et donc c'est l'autre valeur partagée avec Trump. Donc il y a vraiment une convergence, si vous voulez, d'intérêts et de personnalité, je dirais même, qui fait que ces gens-là ont tout fait pour s'entendre. Et comme l'a dit Ziad, l'épine dans le pied, c'est pas l'Ukraine.
parce que même ils font des échanges, ils permettent à des libérations de prisonniers, hein, comme avait permis un des États du Golfe. Non, l'épine dans le pied, c'est effectivement Gaza. Et le grand projet diplomatique de Trump, qui était les accords d'Abraham, et d'embarquer l'Arabie Saoudite dans ces accords d'Abraham, eh bien, effectivement, a échoué avec le 7 octobre. Et là, le prince saoudien, ce n'est pas qu'il ne voudrait pas aller dans les accords d'Abraham, il est tout à fait partant. Simplement, il ne peut pas parce que malgré tout, ce sont des petits pays, mais l'Arabie Saoudite, c'est pas qu'un petit pays. Il y a une vraie population avec des riches, des pauvres, des moyens, des opposants qui finissent souvent en tôle. Mais enfin bon, c'est un vrai pays. Et donc là, il y a une opinion publique. Donc ils ne peuvent pas non plus se dégager totalement. Le prince saoudien ne peut pas se dégager de son opinion publique. En fait, sur le fond, il ne veut pas s'en mêler. L'accord vendu par l'Égypte, la Jordanie et les autres pays arabes pour faire en sorte la reconstruction, le projet de reconstruction de Gaza, il préfère se tenir, il soutient, mais de loin. Parce qu'en fait, c'est chaotique la situation. Et ce que ne veut pas le prince, c'est se laisser entraîner dans le chaos. Alors il soutient, mais de loin, pour l'instant. Parce qu'il n'est pas aussi directement concerné, contrairement à la Jordanie ou à l'Égypte, par exemple. Oui, enfin, il pourrait être directement concerné avec monnaie trébuchante, j'ai envie de dire. Ce que l'on voit, c'est leur capacité là aussi, la protection et la sécurité. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est leur capacité à flatter. Ils savent très bien le faire, tous. Donc, je parlais de cet avion qui a été offert à Donald Trump. Ce qui est assez dingue, c'est qu'il ne perçoit pas que ça pose problème. C'est même explicitement prohibé par la Constitution américaine. Au sein même de son camp, je le disais en titre, ça fait grincer des dents. Il y en a un autre qui a su le flatter, c'est Al-Shara, le dirigeant syrien, qui a proposé de construire une tour Trump à Damas. Alors, je ne sais pas si ça a pesé, mais en tous les cas, on voit à quel point, parce que Trump a beaucoup parlé de sa relation avec le prince saoudien, il a accepté de lever les sanctions. Et ça, c'est vrai que c'est un cadeau qu'il fait à l'Arabie saoudite. Et c'est aussi une surprise pour tout le monde, parce que quand les États-Unis disent on lève les sanctions, ça envoie un signal extrêmement fort, Jean-Christophe. Oui, moi, ce qui me frappe dans ce voyage, quand même, que je trouve assez fascinant, parce que je trouve que ça fait bouger quand même un peu des plaques tectoniques dans la région et au-delà. En fait, ce qu'on peut quand même relever, c'est la continuité de Donald Trump. On a parlé des accords d'Abraham, il est quand même dans le même couloir. Il continue cette démarche d'impliquer, effectivement, de développer des relations commerciales avec ces pays de la région du Golfe, avec l'objectif aussi de normaliser à long terme la situation pour Israël dans la région. Et la difficulté, effectivement, de le faire alors qu'il y a la bande de Gaza qui est pilonnée. Mais en tout cas, Trump, pour le coup, il est dans la continuité. Et on peut rappeler que l'administration Biden n'a pas remis en cause l'accord d'Abraham. Donc ça veut dire que ça fait quand même 6 ou 7 ans maintenant que les États-Unis sont dans ce couloir. Ils savent à peu près bien ce qu'ils veulent faire. Là où c'est intéressant, c'est de regarder aussi ce que fait Trump dans la fameuse rivalité entre la Chine et les États-Unis. Cette rivalité, elle se joue aussi dans la région du Moyen-Orient. La Chine met énormément de moyens pour séduire et pour dégager des intérêts communs avec l'Arabie Saoudite ou avec les Émirats Arabes Unis. Et ces deux pays, notamment, se laissent plutôt engagés dans une relation avec la Chine. La Chine qui est le premier importateur de pétrole saoudien. Donc, il y a vraiment des relations extrêmement fortes. Et puis aussi, il y a la rivalité entre les États-Unis et la Russie. Et l'objectif aussi de Donald Trump dans cette région, c'est avec l'enjeu du pétrole, c'est peut-être de casser une alliance qui était quand même assez forte entre la Russie et l'Arabie Saoudite, qui sont les deux premiers exportateurs de pétrole au monde. Le troisième, c'est qui? C'est les États-Unis. Et donc, dans ce jeu crucial, puisque tout le monde dépend du pétrole encore, eh bien, désolidariser en quelque sorte l'alliance Russie-Arabie Saoudite qui a été très forte depuis une dizaine d'années et créer une alliance du coup de pays producteurs Arabie Saoudite-États-Unis, ça peut avoir des impacts à long terme. Quand je parle de Russie et Arabie Saoudite, c'est parce qu'on connaît l'OPEP, qui est une organisation de producteurs du pétrole qui est très ancienne, créée dans les années 70. Et puis, il y a eu, il y a 10-15 ans, une OPEP+, qui a été créée, et avec un certain nombre de pays qui se sont rapprochés, et le premier d'entre eux, c'est la Russie. Donc, cette alliance, elle est très forte pour essayer de jouer sur les prix du pétrole, sur les productions, etc. Si les États-Unis arrivent à déceler cette alliance et créer une relation plus forte avec l'Arabie Saoudite, ça a des effets à très long terme. Et puis, dernier petit point, l'éléphant dans la pièce, évidemment, c'est l'Iran. Et donc, tous ces pays, et une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette confrontation qui est en
en cours entre l'Iran et les États-Unis, avec des négociations évidemment. Mais que faire de la relation avec l'Iran, qui est la grande puissance régionale qui fait peur à tout le monde, qui fait peur aux Émirats arabes unis, qui fait peur à l'Arabie saoudite? C'est tout ça qui est en train de, je trouve, qui s'est joué un petit peu, ou en tout cas, dont des paramètres ont changé à l'occasion de cette visite de Donald Trump dans la région. Et c'est pour ça, je crois qu'elle est très importante. Mais Patricia, pour terminer là-dessus, avant de passer au dessin, vous avez l'impression que Donald Trump est l'instrument de ces monarchies, ou est-ce qu'il garde le contrôle? Est-ce qu'il n'est pas instrumentalisé un peu par ces très bons médiateurs? Non, on lui fait confiance. Il garde le contrôle, surtout que ces monarchies, ne serait-ce que pour parler de l'Arabie saoudite, elle a très envie d'acquérir du nucléaire sur un plan civil. Et cette acquisition était liée à sa signature des accords d'Abraham, souvenez-vous. Et là, maintenant, il semblerait qu'à terme, ça se passe sans la signature des accords d'Abraham. Mais je reviendrai rapidement sur l'Iran. Moi, je crois que la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran participe de la volonté soudaine de Trump de ne pas engager de conflit avec l'Iran. Lui, il veut la paix. On est bien d'accord, parce qu'on le sait, la paix, c'est le business. Et donc, il ne voudrait surtout pas qu'Israël se mette à taper avec l'aide ou pas l'aide, enfin forcément un peu l'aide des Américains, sur l'Iran, parce que ce serait quand même chaotique la région. Les Saoudiens n'en veulent pas, non plus, parce qu'ils ont normalisé. Les autres pays du Golfe n'en veulent pas. Tous ces pays veulent que l'on arrive à quelque chose de stabilisé avec l'Iran. Donc, là aussi, il y a une convergence d'idées. Et la convergence, elle est un peu globale en ce moment. Et même sur la Russie. Maintenant qu'on est potes avec la Russie, on peut se disputer sur l'Ukraine, mais sur le fond, Vladimir et Donald sont amis, comme on dit, entre guillemets. En fait, tous ces gens-là sont d'accord, même pour faire baisser le prix du pétrole. Alors, c'est les industriels américains, en revanche, qui ne sont pas d'accord. Et certains puis, conseillers ne sont pas d'accord, parce qu'il y a un prix plancher dans lequel il rentre en crise. Mais ils sont tous d'accord sur le prix plancher, pour l'instant. Il y a l'autre, enfin, excusez-moi, mais la question dont on ne parle pas, c'est Israël. C'est la relation Trump-Israël. Quand même, vous discutez avec l'Iran, vous discutez avec le Hamas directement. Parce qu'on a sorti un otage. On a sorti un otage américano-israélien. Du fait qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu. Il y a des tas de messages implicites ou explicites que les Israéliens ont essayé de le manipuler, ne jouent pas le jeu, etc. Et quand même, l'affaire d'El Shara, les images sont spectaculaires. Et visiblement, les Israéliens ne sont pas dans la boucle. Non. Alors que c'est quand même la puissance militaire centrale et hégémonique. Nucléaire, en plus. Et donc, il y a aussi, est-ce que Trump est capable de mener ce bras de fer parce qu'il devra mener un bras de fer avec Netanyahou? Est-ce qu'il peut le mener? Est-ce qu'il va le mener? Est-ce qu'il veut? Et encore une fois, à la fin des fins du voyage, il se rend compte du piège qui est Gaza et il dit cette phrase en disant « je vais m'en occuper ». On s'inquiète, parce qu'il y a 2 mois, il voulait juste mettre une Riviera, mais on sent qu'ils ont compris que tout ça, enfin tout ce que vous dites, tout ça est lié, c'est un Rubik's Cube, mais qu'on connaît depuis des années, sauf qu'effectivement, ça fait changer les données. Comment ça se retranscrit en dessin? Alors, si j'avais voulu, j'aurais pu vous faire exclusivement une sélection sur les avions. Ouais, je m'en doute. Ça a passionné les dessinateurs, notamment les Américains. Je suis passé rapidement dessus. Les dessinateurs américains sont hystériques sur le sujet. Donc là, vous avez 3 dessins d'avions par jour. Donc j'en ai pris qu'un sur ma petite série de 4. Il est de Chapat, dessinateur suisse qu'on ne présente plus ici, paru dans Der Spiegel. Et donc, vous voyez Donald Trump se faire offrir cet avion From Qatar with Love. Je ne sais pas si vous l'aviez. On l'a vu. On l'a vu passer. Voilà. Et donc, en lui offrant cet avion, son hôte lui dit: dites-vous que c'est juste un immense chameau. Je trouve ça pas mal. Ça permettrait peut-être de calmer les Américains qui, eux aussi, sont quand même très circonspects sur cette affaire. Puisque je viens vous voir, je vous ai apporté un de mes dessins. Patricia parlait tout à l'heure du fait que Trump se sent bien dans cette région. Donc, le voici. Vérifions d'abord que nos valeurs sont alignées. Je pense que ça synthétise à peu près ce que tu disais un peu plus tôt. Dessin paru dans l'Opinion. Et puis, eh bien, la Syrie aussi a fait parler certains de nos dessinateurs. Et donc, je voulais montrer un dessin d'un dessinateur syrien, Fahd Bahadi, un dessin qui n'est pas que négatif sur Donald Trump, puisque vous voyez cet enfant syrien qui va pouvoir s'accrocher peut-être et sortir de cette mèche de Trump qui est quand même frappée du sceau du dollar. Hein, donc, il ne fait pas ça non plus pour les beaux yeux. Mais je trouve que c'est un très beau dessin. Et on n'a pas tant de dessinateurs syriens que ça. À vous proposer. Et puis enfin, on va terminer, je vais terminer exactement sur ce que Ziad a dit, dont je boucle la boucle. Il y en a un qui, pendant ce temps, attend toujours à l'aéroport, puisque Donald n'est pas venu. Fin du voyage de Trump au Moyen-Orient. Un dessin de Truand. Welcome Donald, avec la petite larme sur la joue de M. Netanyahou.
Dernier thème qu'on va aborder, c'est le hasard de calendrier qui interpelle. Gérard Depardieu a été informé de son verdict quelques heures seulement avant l'ouverture du Festival de Cannes. L'acteur de 76 ans à la renommée internationale, considéré comme l'une des plus grandes figures du cinéma français, reconnu donc coupable d'agression sexuelle et condamné à 18 mois de prison avec sursis, de quoi questionner les évolutions dans le milieu depuis le début du mouvement MeToo. On va écouter Juliette Binoche, la présidente du jury du Festival de Cannes. Déjà, l'association de monstres sacrés m'a toujours gênée. Parce que d'abord, c'est pas un monstre, c'est un homme. Et qui a été désacralisé apparemment par des faits qui sont passés sous la justice. Et quand on est désacralisé comme il l'est en ce moment, ça veut dire que voilà, ça fait réfléchir sur le pouvoir qu'ont certaines personnes qui prennent le pouvoir. Et je pense que le pouvoir est ailleurs. On a vu à quel point, lors de cette première conférence de presse, tous les sujets qui sortent du cinéma peuvent déranger à Cannes. En même temps, à la fois, c'est une tribune, et en même temps, les acteurs sont toujours gênés d'en parler quand ils ont une position officielle, Jean-Christophe. Cannes, c'est un événement international. Enfin, c'est l'un des 4 ou 5 très grands festivals de cinéma au monde. C'est peut-être grande tribune, le premier ou le deuxième. Donc, c'est une caisse de résonance extraordinaire. En plus, la présence, effectivement, de stars américaines est garantie chaque année. Donc, lorsqu'ils prennent position, comme ça s'est fait lors de la prise de position de 380 artistes et stars sur Gaza, effectivement, ça a une énorme caisse de résonance. Et puis, c'est aussi un lieu où le cinéma du monde entier est représenté et donc qui draine des réalisateurs et des acteurs du monde entier. Et donc, effectivement, cette réalisatrice iranienne, Sepideh Farsi, qui a réalisé ce film documentaire sur la photographe palestinienne Fatima Assouna, et effectivement, la tragédie, autre coïncidence finalement, la tragédie de la mort de Fatima Assouna dans une frappe israélienne, évidemment, ça a un retentissement qui est décuplé par le fait que tout le monde du cinéma est à Cannes en ce moment. Donc oui, c'est vraiment un événement majeur aujourd'hui et qui a des répercussions. Là, on peut dire qu'Israël, dans la bataille de l'opinion et la bataille de l'image, c'est effectivement... il y a une sorte d'événement très puissant qui vient ruiner un peu le discours israélien sur le nécessaire bombardement de Gaza. Et l'autre sujet qui est abordé, c'est celui de Gérard Depardieu, qui relance tout ce mouvement MeToo. On se souvient de scènes importantes au moment de la montée du tapis rouge, des marches avec Judith Godrèche l'année dernière. Ça interpelle, et c'est vrai que du coup, notamment, je vous posais quand même une question là-dessus, Patricia, Gérard Depardieu, c'est 50 ans de l'histoire du Festival de Cannes. Donc forcément, ça interroge sur 50 années de pratique, de choses qui se sont déroulées et qui aujourd'hui ne sont plus possibles et qui ne sont plus tolérées, avec une nouvelle génération qui veille énormément. Oui, qui ne sont plus tolérés en France, qui ne sont plus tolérés dans bon nombre, dans certains pays européens. Loin d'être cette bataille menée par ces représentants d'artistes, etc., et ces artistes à Cannes, est quand même une bataille qui est très loin d'être gagnée sur un plan mondial et international. Et on a un retour de feedback aux États-Unis. Enfin, Donald Trump est l'anti- Festival de Cannes. C'est tout ce qu'il déteste qui est à Cannes. C'est tout ce que la population MAGA qui a voté massivement pour lui déteste. En dehors du clinquant. Pardon ? En dehors du clinquant et de l'ostentatoire. En dehors du clinquant, mais même le clinquant. Je veux dire, je crois qu'on ne mesure pas à quel point il y a une animosité par rapport à ces gens-là, comme ils disent, qui sont à Cannes. Qui s'inquiètent effectivement quand ils voient les Oscars ou les Golden Globes se dire attention, ça se rétracte pour nous, on ne peut plus parler. Et j'en finirai par là. Et cette animosité se retrouve dans d'autres pays, en Afrique, en Asie. Enfin, je veux dire, ce qui me frappe, moi, c'est qu'avec ce festival, c'est à la limite aujourd'hui notre isolement démocratique. Parce que on est quand même bien seul à se battre pour des valeurs. On regarde alors en Chine, alors là, etc. On regarde en Iran, on regarde donc aux États-Unis avec ces élections, on regarde certains pays d'Afrique. Enfin,
présent là-bas, c'est tout ce que des tas de gens détestent. C'est le wokisme, c'est le transgenre, c'est l'appel à la liberté d'expression. Enfin, c'est la majorité de la planète aujourd'hui, il faut qu'on en soit conscient, n'aime pas ce qui se passe à Cannes. Et Cannes est le seul endroit où ils peuvent s'exprimer. Et là, c'est l'endroit où ils peuvent s'exprimer. Et Dieu merci, la France est un des pays où ils peuvent s'exprimer. Je te trouve un peu dur. Mais bon, non, tu sais, je suis toujours un peu caricatural. Tu sais, je manque de finesse. Parce que je trouve qu'il y a plus d'ambiguïté des gens. Les gens sont plus ambigus que ça. On peut détester une partie de Cannes, comme on peut être attiré par une autre partie de Cannes. On peut se rappeler aussi que Cannes, comme d'autres festivals, on peut se rappeler. A permis l'émergence de voix. Je parle d'aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui aussi, l'histoire de Fatouma Assouna, ça existe parce que Cannes, l'histoire des Iraniens et des Iraniennes. Je ne dis pas que Cannes, attends, j'en finis, je ne dis pas que Cannes, pour que tu me prennes est inutile. Non, je dis que c'est la position, même aux États-Unis, des gens est plus ambiguë parce qu'il y a des choses positives qui passent. La deuxième, et puis, c'est quand même des discours universels, et même si une partie de l'univers n'est pas d'accord avec le discours universel, ça lui permet d'exister et d'être véhiculé. Là où j'ai une limite, c'est pourquoi on demande à ces acteurs en particulier d'avoir des opinions définitives, politiques, qui permettraient de résoudre, qui seraient comme un test de personnalité. Je ne comprends pas pourquoi on demande à Juliette Binoche de s'exprimer sur tous les problèmes de la planète aujourd'hui, en disant, est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce qu'elle, la pauvre... Du coup, elle a signé aujourd'hui cette pétition. Non, mais très bien, mais laissons-leur un petit peu de respiration, laissons-leur faire leur métier. Le cas de Depardieu, c'est le cas d'une star de cinéma qui est prise dans les raies de la justice, et donc il redescend dans le monde des humains normaux, et ça n'a rien à voir avec le cinéma. Encore une fois, je veux dire, c'est Gérard Depardieu qui ne sait pas se comporter sur les plateaux, qui fait preuve d'agression sexuelle. Oui, c'est un comportement qui est quand même beaucoup plus généralisé dans ce milieu-là que dans d'autres milieux. Alors, franchement, je ne sais pas. Je pense que la loupe cinéma fait qu'on les voit beaucoup plus. Mais je ne crois pas que dans la vie quotidienne de la France d'aujourd'hui, il y ait moins de cas d'agression sexuelle, de violence contre les femmes qu'au cinéma. Je pense que c'est des comportements qui sont juste... malheureusement partout, et que le cinéma, le sport, qui agissent comme des loupes, tous ces métiers qui sont dans la visibilité, relayés par la télé, par les réseaux sociaux, etc., ça fait prendre conscience. Et on voit ces stars tomber parce qu'ils se comportent comme des gorées. Et donc voilà. Mais ce n'est pas lié, encore une fois, je pense que le cinéma, c'est du cinéma, les acteurs sont des acteurs, les réalisateurs sont des réalisateurs, ils n'ont pas la vérité infuse sur tout ce qui se passe, et ils ne sont pas tout le mal du monde. Il faut juste que quand il y en a un qui dérape ou qui n'est pas où il doit être, eh ben, il revient dans le système normal. Oui, mais ça vient montrer que l'impunité, ça vient mettre en lumière la notion d'impunité qui est importante justement pour le commun du mortel, qui n'est pas une star qui se dit bon bah si lui est concerné, si lui peut être jugé, si lui peut être condamné, alors peut-être que je peux mobiliser moi pour dénoncer quelque chose qui se passe dans mon quotidien. Et puis, il y a eu des cas aux États-Unis. Je vous rappelais de la méga star Kevin Spacey, qui était une star inatteignable, qui a été condamnée, d'ailleurs, puis innocentée, donc dans une affaire pas très claire. Donc, je ne pense pas que l'affaire Depardieu soit spécifiquement française, c'est universel aussi. Non, mais je parlais du milieu, parce que par exemple, Harvey Weinstein, on sait très bien que Cannes était un terrain de chasse pour lui. Donc ce sont des lieux, des rassemblements où il peut se passer des choses qu'il s'agit de mettre en lumière. Et aujourd'hui, on peut les mettre en lumière en disant ces pratiques se sont déroulées, il s'agit de les condamner. Et elles sont condamnées. Ça a valeur d'exemple. Exactement. Et par ailleurs, ce sont des gens très connus, ceux qui facilitent la médiatisation de ce type d'affaires. Alors vous avez d'autres secteurs où il y a aussi des gens très puissants qui ont les mêmes pratiques, mais en termes de notoriété grand public, ça porte moins. Et donc on n'en parle pas beaucoup moins. Et puis c'est le secteur où MeToo a démarré. Voilà. Donc, le monde de l'entreprise, par exemple. Exactement, toutes les entreprises sont Alors concernées. Du coup, comment c'est vu par les dessinateurs et dessinatrices? On va commencer avec un dessin de Plop et Cancre. Je voulais moi d'abord faire un geste en direction des victimes, parce que derrière ces affaires, ce sont des victimes. Silence, ça tourne. C'est qu'on n'a pas parlé de la notion de victimisation secondaire, qui a été, c'est l'un des verdicts dans l'affaire de Depardieu, et c'est la manière dont la justice maltraite aussi les victimes et qui fait polémique d'ailleurs. Voilà. Mais là, ça illustre pas. Et donc pour Plop et Cancre, peut-être que ce dessin veut dire qu'on ne les entend encore pas assez, ou qu'on ne les regarde pas assez, qu'on ne les écoute pas assez. Mais je trouve ce dessin très beau, très simple, qui est presque un hommage et une critique du cinéma en même temps. Bravo à eux. Ensuite, on va faire. Je vous propose un dessin de Hector. Gérard Depardieu vient chercher son prix à Cannes. Donc, vous voyez, c'est la nouvelle Palme d'Or. Bon, le dessin est simple, mais je pense qu'il fonctionne et qu'il parle de lui-même. Et puisqu'on est au Festival de Cannes avec Gérard Depardieu, continuons avec ce dessin de Chonu paru dans Ouest France.
Festival de Cannes, où vous voyez, cette fois-ci, les femmes à l'honneur. Vous avez les autres marches, où dégringole le monstre sacré, Gérard Depardieu. Et je vais terminer par un dessin de Bulgarie que j'ai trouvé, de dessinateur Tchavdar, que j'ai trouvé très juste et très simple. Vous avez mentionné Harvey Weinstein. Eh bien, les voici tous les deux. Et que dit Gérard Depardieu à Harvey Weinstein, qu'il retrouve en prison? Alors attention, Gérard Depardieu fait appel. Il est présumé innocent. Oui. Mais que dit-il dans cette symbolique prison? Me too. Moi aussi. Ouais. Merci beaucoup, Patricia, Ziad, Jean-Christophe, merci à vous d'être venus ce soir. On en a parlé dans nos journaux, mais vous le savez, nous vous en parlons chaque semaine. 2 Français sont toujours détenus en Iran. Il s'agit de le rappeler autant que possible, dans des conditions très, très délicates. Ils sont dans la prison d'Evin, réputée pour sa dureté. Jacques Paris et Cécile Collère, le couple avait été arrêté sur le chemin de l'aéroport il y a 3 ans au terme d'un voyage touristique. Accusés d'espionnage, la France se mobilise pour obtenir leur libération. C'est la fin d'une semaine dans le monde. Vous restez avec nous sur France 24. D'autres informations dans un instant.